Bonsoir et merci de nous rejoindre sur Live TV. Merci de nous rejoindre dans ce bel auditorium de Live TV pour le deuxième numéro de Face à la Côte d'Ivoire. Face à la Côte d'Ivoire, un programme télévisé qui vous donne la parole, qui vous permet de parler face à face avec ces personnes-là, dépositaires de l'action publique, avec ces personnes-là qui portent une action qui influence tous les jours notre vie à tous. Face à la Côte d'Ivoire inaugure donc pour vous une nouvelle façon de pratiquer la télévision et vous permet d'interroger ceux qui nous gouvernent, mais aussi ceux qui aspirent à le faire. Bienvenue. Face à la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, nous recevons un candidat à la future présidentielle, un transfuge du PDCI-RDA. Il a fait son investiture là, samedi dernier, dimanche dernier plutôt, c'était donc au Palais de la Culture d'Abidjan. Il a pris un engagement fort face à la nation ivoirienne, l'engagement de lutter pour la justice sociale, l'engagement de lutter contre la corruption qui, dit-il, gangrène notre société. Vous l'avez bien compris, ce soir, face à la Côte d'Ivoire, face à vous, Kouadio Konan-Bertin, dit Kakabé. Il est en notre compagnie. Bonsoir Kakabé. Bonsoir. Merci de nous faire l'honneur de nous rejoindre dans cette émission afin d'adresser votre message à nos compatriotes. Et nous allons faire cette émission en compagnie de Toussaint Alain. Toussaint Alain, bonsoir. Bonsoir André. Cette émission est une émission pour donner la parole à ceux qui veulent décider. Et vous faites partie de ceux-là, Kakabé. Que dire de Kakabé si vous aviez à vous présenter une nouvelle fois à la Côte d'Ivoire? Je veux que les Ivoiriens retiennent de moi que je suis, depuis ma naissance, cultivateur, planteur, laboureur. Vous savez, je m'appelle Kouadio Konan-Bertin. Pour qui connaît ce nom, il renvoie au centre de la Côte d'Ivoire, le pays baoulé. Nous naissons déjà planteurs parce que nos parents adorent et nous ont communiqué donc cet amour de la terre. N'oubliez pas que le succès, dit-on, de ce pays repose sur l'agriculture, qui elle-même repose sur le café et le cacao, et que la première boucle du cacao ou du café, c'est bien Bokanda, ma région natale. Et donc, je suis planteur. J'ai eu la chance d'étudier jusqu'à l'université. Je suis germaniste. Je suis homme politique et je passe l'essentiel de ma jeunesse au service du PDCI-RDA, le parti de Félix Houphouët-Boigny, le parti de mon cœur. J'ai fait le serment de servir ce parti, du vivant de Félix Houphouët-Boigny. Ce parti est tout pour moi, puisqu'il est créé pour servir le vaillant peuple ivoirien. Vous venez à l'instant, Kakabé, Kouadio Konan-Bertin, de vous présenter à nos compatriotes. Mais je souhaiterais rappeler juste que cette émission va se dérouler autour d'un certain nombre de thématiques choisies par Live TV afin de vous permettre de réagir et de vous expliquer sur votre projet de société. Et pour démarrer sur cette thématique, avant, on va quand même permettre à Alain de réagir. Oui. Bonsoir Kakabé. Je voulais juste vous relancer sur, disons, votre famille. Vous avez cité l'origine de votre père. Il vous semble que vous êtes également, vous avez des racines au cœur du pays d'Ida. Et vous plaisiez même à dire que vous étiez une sorte de synthèse de la Côte d'Ivoire, d'autant que vos parents viennent d'horizons divers. Donc, quelque part, vous aviez aussi une légitimité à vouloir gouverner le pays de par vos origines. Je pense que plus qu'une chance, c'est une grâce de naître d'un père baoulé et d'une mère d'Ida. Déjà dans les années 60,
pour un baoulé, mais mon père était artiste musicien. Il était chanteur, il était aussi batteur de tam-tam. Et il semble qu'à l'époque, les grandes villes, la Côte d'Ivoire qui brillait, il y avait Lakota parmi ces grandes villes. Donc, à un de ces détours-là, il a rencontré donc ma mère, sa Lolivet, avec qui donc ils m'ont conçu. Et j'appartiens donc au grand groupe Akan, en même temps que j'appartiens au grand groupe Kourou. Vous voyez bien que ça se voit dans ma démarche politique. On dit chez nous, on dit en pays baoulé, au village, que quand votre père et votre mère se disputent la natte, vous n'avez pas de choix. Vous attendez, celui qui a la natte, vous couchez avec lui, bien. Ça s'écoute, je veux dire. Donc moi, en Côte d'Ivoire... Oui. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Je ne veux pas juste pour régler un souci technique et on revient sur juste dire que vous êtes le fils du métissage. Et ça, c'était la présentation de Kakabé et le lancement de cette émission. Marquons une courte pause, Alain semblait le dire, et nous repartirons pour le cœur de notre propos dans Face à la Côte d'Ivoire. Retour sur le plateau de Face à la Côte d'Ivoire avec notre invité du jour, Kouadio Konan Bertin dit Kakabé, qui tout de suite va s'attaquer aux premières thématiques que nous allons lui proposer. Kakabé, parlons d'état de droit et de démocratie en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous en pensez ? La démocratie et l'état de droit dans notre pays, est-ce que tout ça vous satisfait plus ou moins ? Vous me donnez là une bonne occasion d'aborder un sujet qui, de mon point de vue, résume pour l'instant l'essentiel de mon engagement. Pendant longtemps, on a accusé Félix Houphouët-Boigny de vouloir maintenir la Côte d'Ivoire dans la pensée unique. Heureusement qu'on a eu Houphouët-Boigny. Heureusement qu'il a obtenu des Ivoiriens qu'ils acceptent d'aller au parti unique pour bâtir la Côte d'Ivoire. Grâce au parti unique, Houphouët a pu nous laisser quelques écoles, quelques universités, la paix avant de partir. Houphouët ne voulait rien brusquer parce qu'il avait peur que le multipartisme en Côte d'Ivoire soit synonyme de tribalisme. Au regard de ce que nous vivons au quotidien, encore une fois, même mort il y a 30 ans, Houphouët reste un visionnaire. Parce que, à quoi on assiste? Le PDCI, le FPI, le RDR sont devenus des grands syndicats des tribus en Côte d'Ivoire qui s'affrontent. Et plus personne... Pardonnez-moi, je veux juste vous relancer sur une chose que vous dites. C'est comme si vous étiez en train de regretter l'avènement du multipartisme, ou en tout cas de la pluralité en termes de... Ce n'est pas l'avènement du multipartisme que je regrette, mais c'est ça... même pas son usage, est-ce qu'on a compris ce que c'est que la démocratie, le multipartisme? Si je dis, vous me laissez terminer, si c'est pour aboutir à ce système d'avoir trois partis qui ne sont rien d'autre que les syndicats de tribus, c'est pas ça le multipartisme. Non, mais vous aussi, vous êtes responsable de ça, mais bien sûr, sûr, vous êtes un homme politique. Mais bien sûr, j'ai été pendant 13 ans président des jeunes du PDCI-RDA. Depuis 18 ans, je suis au bureau politique. Ça fait 30 ans que j'ai la pratique politique au sein du pays. Et j'observe quand même. Oui. Mais enfin, on ne peut pas continuer. Qu'est-ce que vous avez fait pour que les choses changent? Mais j'ai décidé justement de marquer la rupture. J'ai dit que je ne veux plus participer dans ce pays à tout ce qui divise les Ivoiriens. Il faut que maintenant nous puissions promouvoir les idées, qu'on puisse nous juger sur ce que nous proposons aux Ivoiriens. Kakabé, vous pensez que le PDCI, par exemple, est un parti à essence tribale? À l'origine, avec Houphouët, c'était un creuset national, où tous les Ivoiriens se retrouvaient, se frottaient, riches comme pauvres, de toutes les régions. Aujourd'hui, je suis bel et bien du PDCI-RDA. Il s'est recroquevillé. Regardez le nombre de ses élus et vous verrez bien ce que c'est. Vous voyez au FPI, vous voyez au RDA. À un moment donné, qu'est-ce que je dis aux gens? Moi, j'ai battu campagne pour la Alassane Ouattara en 2010. Mais ce n'est pas pour qu'un matin, on me dise « Anya Mawalo, qu'est-ce que c'est que ça ?» Quand il devient président, je le dis, mais voici, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Houphouët était l'homme de tout le monde.
Est-ce que c'est... Mais c'est que nos amis disent à Niamorolo, d'autres le disent aussi ailleurs. Non, mais sur ça me paraît un peu caricatural quand même, Kakabe, le Anyanga Mongolo. Mais je vous- Parce que je n'ai pas un bel accent, pas comme vous, mais je pense que c'est un peu caricatural, parce que évidemment que les partis politiques ivoiriens sont bâtis sur des socles, vous le savez, mais ça ne résume pas toute l'action des différents partis Je politiques. suis en train de vous dire, Oui. et c'est un sachant qui vous parle, je regrette amèrement que la démocratie, le multipartisme se résume aujourd'hui à Oui. ça. Le tribalisme nous tue. Ayons le courage de le dire. On vient sur les chaînes de télévision, on habille les choses avec les beaux mots, les propos qu'il faut, Alain- mais le fond est tribal. Et ce n'est pas, c'est pas bien ce qu'il Ok, dit la Côte vous d'Ivoire. l'avez dit, Alain là-dessus. Ce repli tribal, identitaire, régional, n'est-ce pas les partis politiques eux-mêmes qui l'ont entretenu? bien Parce qu'il sûr. semble que durant 2 ou 3 décennies, un Oui. parti majoritaire, ou en Oui. tout cas le premier des partis, le PDCI, avait aussi géré l'État en se basant sur l'appartenance ethnique des cadres qui devaient gouverner le pays. Et Ah, vous avez été pendant 13 ans, vous l'avez dit, chef des jeunes du PDCI. Est-ce que ce sujet était au cœur des discussions avec les responsables du parti auquel vous Alors laissez-moi appartenez? vous dire, à aucun moment, Oufou a gouverné la Côte d'Ivoire pendant 30 ans, à aucun moment, je n'ai eu le sentiment que seuls les Baoulés étaient heureux. Oufou donnait à tous les enfants de ce pays les mêmes chances et les mêmes droits. J'ai même les témoignages de Laurent Dona Fologo qui disait, moi je suis fils de cultivateur, je viens de Pekeka, j'ai fait mes études, Oufou me prend, il me bombarde là. Avec Oufou Boigny, ce n'est pas la religion, ce n'est pas l'origine, la région non plus. Jusqu'à ce qu'il y ait le coup d'État, je n'ai pas le sentiment que les Ivoiriens connaissaient ces choses-là. Je suis arrivé là, moi dans le combat, après le coup d'État. Mais après le coup d'État, le PDC n'a plus jamais été aux affaires. Kakabe, sur ça, je remarque quand même que vous êtes revenu énormément sur Houphouët-Boigny. Il y a une sorte de nostalgie qui, pour moi, aussi peut traduire une forme d'échec de la classe politique d'aujourd'hui à laquelle vous appartenez. Alors, sur ça, dites-nous, aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposez pour que nous entrions dans une nouvelle phase en termes d'état de droit, en termes de lutte contre le tribalisme? N'ai-je pas des raisons d'être nostalgique? Il faut, vous permettez, Oui. parce qu'il faut savoir d'où on vient si nous voulons aussi aller loin. Il faut l'enseigner à nos enfants. Dans quel état Oufou a récupéré la Côte d'Ivoire en 1960? On n'avait même pas un seul instituteur, même pas d'infirmier, même pas de professeur, même pas d'ingénieur. Seul le travail des paysans nous a hissés à ce niveau-là. Mais comment vous expliquer qu'aujourd'hui, on a des milliers de médecins, des milliers d'ingénieurs, des milliers de savants? Pourquoi c'est en ce moment-là que nous piétinons? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que les paysans ne produisent plus? Si, ils continuent de produire. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la Côte d'Ivoire recule? Notre pays souffre de ce que sa classe politique vraiment nous sert au quotidien. La Côte d'Ivoire a mal de cette classe politique. Il faut revoir les choses, il faut rajeunir, il faut changer, il faut faire la politique autrement. Alors, faire la politique autrement, vous étiez ou vous êtes aux côtés du président Bédié depuis de très très longues années. Vous avez vous-même constaté à la pratique que la nouvelle génération que vous appelez de vos voeux tarde à parvenir aux affaires. Et cela est d'ailleurs source de dissensions, semble-t-il, au sein de votre parti et au-delà, on le constate aussi dans d'autres organisations politiques. Vous ne remarquez pas quelque chose qui se passe au sein de la classe politique ivoirienne, pourvu que Kakabe veuille, je ne parle même pas d'émancipation, j'ai des idées qui sont contraires, alors il est vendu. Charles Blé Goudé, pourvu qu'il mette un son de cloche discordant, il est vendu. Si Kakabe fréquente Blé Goudé, il est en mission pour la Alassane Ouattara pour le convaincre. Pourquoi on ne résume ça à ça? Pourquoi on veut infantiliser les jeunes? À cet âge déjà, on a du mal à vous saisir aussi. Vous êtes un peu comme une étoile filante. De temps en temps, vous êtes à l'est, vous êtes à droite. Donc, est-ce que vous avez une ligne directrice qui permet de, comme on dit, de vous classer et de comprendre l'action politique que vous menez? ma ligne, elle est connue de tous d'abord. Un bon militant du PDCI, mon seule arme politique, c'est le dialogue. Est-ce qu'on dialogue seul? Excusez-moi, nous avons connu la guerre. J'ai toujours clamé haut et fort. Et je ne tiens pas de discours opportuniste. Je dis, depuis 2000, fouillez les archives. 2010, fouillez les archives. On se bat à deux. Oui. Si donc on se bat à deux, c'est à deux qu'on fait la paix. Il ne faut pas se cacher les choses. Les deux Ivoiriens qui ont eu à se battre pour des élections en 2010, c'est Laurent Gbagbo, c'est Alassane. Aussi longtemps qu'on va tourner autour du pot et qu'on ne va pas chercher à créer un pont de dialogue entre Gbagbo et Ouattara, on va piétiner tout le temps. C'est mon message, il n'a jamais varié. Kakabe, Oui. revenons sur aujourd'hui
de la présidentielle. Parce Oui. qu'une fois qu'on a dit tout ça, j'attendais que vous me parliez de vos propositions pour sortir de tout ça. On vient de D'accord. commencer l'émission. Allons-y tout de suite sur la présidentielle. Oui. La présidentielle, Oui. elle est là, elle doit avoir lieu, vous êtes candidat. Oui. Beaucoup de vos adversaires ou de vos contemporains politiques disent que cette présidentielle n'aura pas lieu. Qu'est-ce que vous en pensez? Elle doit avoir lieu. Moi, je pense qu'elle doit avoir lieu. C'est vrai que les conditions ne sont pas réunies comme on l'aurait souhaité. Oui, elle devrait être inclusive. Je regrette qu'on ait donc recalé quelques candidatures. Mais au fond, entre deux mots, il faut choisir le moindre mal. La Constitution a prescrit que ces élections doivent se tenir le 31. Le 31, c'est le dernier jour du mandat du quinquennat. Ouais. S'il n'y a pas d'élection, que va-t-il se passer le 1er novembre? Est-ce que vous pensez qu'un seul gendarme ou un seul policier, un seul militaire va encore obéir aux ordres d'Alassane Ouattara? Je ne pense pas. De quelle légitimité jouit-il, de quel droit, voilà, pour qu'il donne des instructions à un policier? Nous rentrons. Non, sur ça, la J'arrive. Constitution prévoit la continuité. S'il n'y a pas d'élection, Bon, le il président continue. continue Alors, son s'il pouvoir. doit continuer, pourquoi ne pas aller aux élections? Au-delà même de cela, Oui. au-delà de ce vide que vous évoquez, Oui. est-ce que la meilleure solution n'est pas de se réunir pour dialoguer, discuter, trouver les si. voies et moyens d'éviter si. justement si. ces problèmes-là? Dans la prêchez- suite, d'Alain, qu'est-ce que vous avez, vous, personnellement, entrepris pour que Voilà, le dialogue vous arrive? prêchez à un converti. Soyons- oui. Mais ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas maintenant qu'il faut parler de dialogue. Mais plus C'est que jamais, on vous met il en faut mission, prévenir. par Mais exemple. je suis en mission. Je me suis même mis en mission il y a 3 ans. Est-ce que vous avez parlé récemment au président Ouattara? Laissez-moi vous dire. J'ai d'abord parlé au président Gbagbo. Très bien. Je lui ai dit, Monsieur le Président, chez nous, en Côte d'Ivoire, en pays baoulé, on dit quand quelqu'un va à la forêt qu'il est perdu, ce n'est pas le même qui se cherche. Vous êtes ici à La Haye. Nous sommes obligés de prêter nos services pour que vous rentriez au pays de la meilleure des façons. De sorte que votre retour en Côte d'Ivoire ne nous aide pas encore à plonger. Je me suis mis en mission. Je suis venu rencontrer le président Ouattara. Tout ce qu'on a retenu de moi, c'est que je cherche à être ministre. Peu importe. J'ai été jusqu'à Paris voir Abdou Diouf, le président Abdou Diouf. Oui. Les images sont là. J'ai tenu un langage simple au président Diouf. Mais monsieur Diouf, Houphouët-Boigny a créé le prix Houphouët pour la recherche de la paix. Sur le continent, c'est vous qui l'avez choisi pour être le parrain du prix. Mais c'est un message. La Côte d'Ivoire, le pays d'Houphouët, sombre. La Côte d'Ivoire est en quête de paix. Comment vous sentez-vous? Moi, je suis à la recherche d'un leader africain, je dis bien africain, sur le continent, charismatique, capable de parler à Ouattara, à Gbagbo, de sorte à amener ces deux à se parler. Parce qu'aujourd'hui, à quoi assiste-t-on? La guerre des égaux. Mais l'ego, ça perd les leaders et tous ceux qui les suivent. Je ne me suis pas arrêté là. J'ai été à Accra, voir Gary Rawlings. J'ai tenu le même langage. J'ai été en Guinée, voir Lassana Koyaté, pour appeler au secours. Mais je leur ai dit à eux tous, si vous ne le faites pas maintenant, quand vous déciderez à le faire, ce sera trop tard. Et j'ai peur que ce soit sur le corps des Ivoiriens que cela puisse se faire. Nous sommes à quelques semaines du vote des élections. On dit non, il faut aller au dialogue. Je suis d'accord, je ne perds pas espoir. De tous mes voeux, j'appelle ce dialogue. Mais tout ce qui est au-dessus de tout, pour moi, c'est la paix. C'est préserver la vie des Ivoiriens. Ils ont trop souffert. Est-ce que depuis l'annonce de la candidature du président Ouattara, Oui. qui a suscité des manifestations dans le pays, Oui. avez-vous eu à échanger au téléphone avec le président de la République ou à le rencontrer afin d'évoquer la situation? Avez-vous également échangé avec des membres de l'opposition? C'était ça le sens de ma question. Pour être honnête avec vous, comme ça ne m'a pas surpris, je ne pense pas utile de parler. Vous ne voyez pas que je n'en parle pas du tout. Parce que s'il ne revient pas aux citoyens de dire qui doit être candidat. Nous avons une constitution. Vous êtes un acteur politique de premier plan. Mais j'ai parlé il y a... un candidat à l'élection présidentielle. Donc ce n'est pas le citoyen lambda qui entreprendrait Mais une bien telle sûr, initiative. monsieur Alain, j'ai parlé il y a 5 ans. J'étais député, heureusement. Fouillez les archives de l'Assemblée nationale. Je suis le seul. J'étais le seul député à m'être opposé au changement de la Constitution. À l'époque, il faut qu'on dise les choses clairement. L'ancienne Constitution était formelle qu'à 75 ans, après 75 ans, vous ne pouvez plus être candidat. Vrai ou faux? Bon, on nous a demandé de changer de constitution. Oui. Moi, j'ai été voir le président de mon parti, parce que je suis un militant discipliné, le président Bédier. Monsieur le président, je ne suis pas juriste. Je suis député. M. Ouattara nous propose un changement de constitution. Qu'est-ce qu'on fait? Mais mon parti, le président de mon parti me dit ceci. Bertin, ce dont il s'agit, non, ce dont la Côte d'Ivoire a besoin, ce n'est pas d'une nouvelle constitution, parce que le moment venu, Ouattara pourrait l'interpréter en sa faveur. Ça, le président Bédier vous l'a dit. Il me l'a dit. Les juristes véreux qui vont le faire, c'est parce qu'il va manquer dans ce pays. Donc, ce qu'il faut, c'est d'aller à une révision constitutionnelle. Il y a nuance. Ouais. OK, nous nous mettons d'accord. Moi, j'entreprends les députés du PDCI-RDA
pour qu'on aille à une révision et non une nouvelle constitution. Quand M. Bédié et M. Ouattara se rencontrent, mon président change de position. Maintenant, laissez-moi terminer, c'est important, pour que les gens comprennent. Il change de position, il faut maintenant aller à une nouvelle constitution. Je craignais qu'on donne à la Côte d'Ivoire et aux Ivoiriens une constitution à interprétation. Même qu'on a appelé à voter le oui. Combien d'Ivoiriens ont voté? Maximum 11%. Ensemble, ils ont tripartué les chiffres pour donner 87%. Le temps de l'appliquer est arrivé. Je vous ai prévenu. On ne donne pas à un pays qu'on aime une constitution à interprétation, surtout qu'à l'intérieur, on s'est arrangé pour faire des petits arrangements. Bon, quand on a plus de 75 ans, moi je peux me présenter, il n'y a pas de syndicat médical, moi je peux me présenter. Bon, vous avez fait, c'est arrivé, mais appliqué. Pourquoi vous invitez? Vous n'avez pas invité les Ivoiriens? Au moins, il fallait les adopter. Pourquoi c'est maintenant que vous voulez inviter les Ivoiriens? Kakabe, on va être assez court pour pouvoir aborder beaucoup de sujets. Alors, sur ça, vous nous dites aujourd'hui, vous avez prévenu, etc. Aujourd'hui, nous en sommes au fait que le Conseil constitutionnel s'est prononcé, il a donné sa décision, on doit aller aux élections, et d'autres membres de l'opposition parlent de désobéissance civile. Entre-temps, il y a eu la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Donc tout ça, ça vous inspire quoi? Comment vous réagissez face à tout ça? D'abord l'incohérence, l'inconséquence et l'irresponsabilité. Et pour finir, la peur. Pourquoi chaque fois qu'on doit aller à des élections, on doit faire peur aux Ivoiriens? Moi, j'ai 52 ans aujourd'hui. Je n'ai jamais eu cette chance, ce grand bonheur d'assister à une passation de charge au sommet de l'État de Côte d'Ivoire. Ça va venir quand? Mais maintenant, copions sur nos voisins ghanéens là, qui avancent. Ça viendra quand? Et c'est la faute à qui? Aux paysans, aux élèves, aux instituteurs? C'est à qui la faute? Aux footballeurs, aux sportifs ivoiriens, aux artistes? C'est à qui la faute? Mais c'est à la faute aux hommes politiques. Et combien sont-ils? Qui sont-ils? On les connaît. Du bout des doigts, on les connaît. Ça suffit. Mais ils se connaissent. Ceux qui nous tiennent, ils se connaissent. Oui, mais que vous les nommiez, mais vous semblez dire, vous n'en faites pas partie. Et pourtant, quand même, ça fait quelques 30 ans que vous êtes sur l'échiquier politique. Vous savez ce que c'est qu'un président de jeunes? Maintenant qu'il donne mon avis, vous savez ce qui m'arrive? Je suis radié. Parce qu'il a osé dire autre chose que ce qu'on veut qu'on dise. Il a été radié déjà. Parce qu'il fallait de la clarté. Il a été exclu. Comment? Il fallait de la clarté. Mais je veux être clair. En juin, vous avez annoncé que vous soutiendrez le candidat du PDCI, en l'occurrence le président Bédié. Oui. Et quelques mois plus tard, vous êtes candidat, dit indépendant, contre ce candidat que vous avez vous-même appelé de vos voeux. Est-ce que cette contradiction n'est pas la source de vos ennuis? Il faut, mes ennuis datent de bien longtemps, mais il faut dire aux Ivoiriens toute la phrase que j'ai prononcée sur TV5. Je dis, je suis un militant discipliné. La tradition au PDCI RDA, c'est que le président du parti est le candidat naturel. Très bien. Si le président Bédié est candidat, par loyauté, je le soutiendrai s'il m'associe. Ah oui. Il y avait une condition. S'il m'associe, enfin, comment peut-on soutenir quelqu'un qui ne vous associe pas, qui n'a pas besoin de vous? Il a dit qu'il ne vous associerait pas. Écoutez, moi, je suis conseiller du président Bédié. C'est en allant enterrer mon grand frère qu'on m'apprend que l'on a décidé qu'il soit candidat. Je suis au courant de rien. Je suis au courant de rien. Et puis, je n'ai pas ressasser ces choses-là tout le temps. Parce qu'en fait, une candidature comme celle-là devrait donc nécessiter débat. Est-ce que Bédié était le meilleur choix? Il faut qu'on s'asseye et qu'on discute. Mais sur ça, vous n'avez pas convaincu le PDCI, on peut le penser aussi. Mais parce qu'il n'y a pas de débat, comment on peut convaincre? Quand est-ce qu'il y a eu débat pour qu'on me dise que je n'ai pas convaincu? Il n'y a jamais eu de débat au PDCI. Voilà 20 ans qu'il n'y a pas de débat dans ce parti. Quand vous allez au bureau politique, on dit non, ce n'est pas le lieu de parler de stratégie. Mais si on ne peut pas parler de stratégie au bureau, où est-ce qu'on peut le faire? Il n'y a pas de tribune pour débattre. Mais dans le passé, tout ce qu'on veut entendre depuis 15, 20 ans, quand vous ouvrez la bouche au PDCI, il faut que ce soit pour dire que Bédié est le candidat. Il n'y a plus de débat. On va ouvrir un autre chapitre quand même dans cette émission. On a longuement parlé de politique. On va essayer de parler quand même d'actions concrètes et l'éducation en fait partie. L'éducation et la formation. On sait combien de fois vous avez été pendant longtemps représentant des jeunes du PDCI, du RAGP, etc. Donc aujourd'hui, parlons d'éducation et formation. Oui. Quelle est votre ambition pour la formation et l'éducation en Côte d'Ivoire? Vous savez, moi, mon action, je l'inscris dans la continuité de l'action de Félix Houphouët-Boigny. Il a consacré toute sa vie à la formation. C'est vrai, il y a eu un boom, mais les infrastructures, par moment, n'ont pas suivi. Ce n'est même pas compliqué aujourd'hui. Pourquoi en sommes-nous là? Quand vous avez des salles de classe où il y a 100, 200 élèves, comment peut-on les encadrer, un seul professeur? Comment est-ce possible? Il faut réduire le nombre d'élèves dans les salles de classe. La réduction. Ça veut dire donc qu'il faut multiplier les lycées et collèges.
les écoles primaires. Ouais. Il faut les multiplier. Et puis, il faut arrêter. Moi, je ne vais pas trahir de secret ici. J'ai vu récemment un directeur de CAFOP qui se plaignait. À la fin de l'année, on lui demande de publier les admis, mais dans la liste qu'il a, aucun de cela n'a fréquenté son établissement. Et il a supprimé même le directeur du CAFOP. Mais ceux-là qu'on vient placarder au dernier moment, quel enseignement voulez-vous qu'il donne aux gens? Vous l'avez déjà préconisé et pratiqué. Vous avez le bac, vous allez au CAFOP pendant 2 ans, vous avez une formation qualifiée, vous venez dispenser les cours à l'école primaire. Vous avez l'ENS qui est là. Mais tout était en place. Il y a seulement des choses à réajuster, à revoir, le nombre pléthorique. Et il faut ensuite revaloriser la fonction d'enseignant. Quand Oufoué voulait justement donner un coup de pouce, il a donné un bon salaire aux enseignants. Tout le monde voulait être enseignant dans les années 70. Du coup, résultat, on a beaucoup de médecins. Si nos enseignants doivent faire pitié, tendre la main parfois, être au même niveau que leurs profs enseignés, avoir les mêmes tenues, parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'habiller décemment, comment ils peuvent être respectés? Il faut revaloriser le métier d'enseignant. Oui, tout ça, de la valeur. on le fait avec quels moyens? Parce que vous êtes en train de nous dire qu'il n'y a pas assez on ne donne pas assez d'argent aux enseignants, mais aujourd'hui, là, on peut quand même revenir là-dessus. Mais le budget de l'enseignement en Côte d'Ivoire, quel est le budget de l'enseignement? Super important. Disons du pôle éducation, formation, enseignement supérieur. Quel est le budget actuel je de l'État? reviens là-dessus. Je vous ai dit ici en 2015 que le socle de mon projet, c'est l'industrialisation, c'est la transformation de nos matières premières. Oui. Et j'ai même donné un exemple. Quelques-uns, naïfs ou enfin ignorants, se sont moqués de moi par le passé parce que j'ai osé dire qu'avec le manioc, la tchéké, on peut nourrir la Côte d'Ivoire. Mais bien sûr qu'on peut nourrir la Côte d'Ivoire avec. Et je vais vous le démontrer, chiffre à l'appui, les semaines à venir. Les semaines à venir, j'allais même vous relancer là-dessus. Mais bien sûr. C'est qu'aujourd'hui, parce que Alain déjà vous a posé la question concernant le budget de l'éducation nationale, mais restons sur ça, mais sur vraiment l'industrialisation, vous en parliez tout à l'heure. Oui. Le manioc, pour vous, quel est aujourd'hui le coût du manioc? Vous pensez, quel est le coût du manioc aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ou en tout cas dans le paysage économique dans lequel nous sommes? Mais le manioc n'a pas pour l'instant le traitement qu'il devrait avoir. Je vous dis, si vous voyez une matière, Alain, nous nous sommes rencontrés plusieurs fois à Paris. Bien sûr. C'est dans d'autres trucs qui est prisé au plan international. Allez-y tous à l'aéroport. Toutes les valises que vous avez en soute, allez-y à Roissy, Charles de Gaulle. Et quand on va sortir les valises, ouvrez-les toutes. Toutes ces valises, si elles sont 2000, 5000, 15 000 valises, c'est la tchéké. Alors tu me dis, je mange sur le plateau, c'est la tchéké. Oui, on est d'accord. Alors j'arrive. Oui. Mais s'il y a une volonté politique, comme il y a eu cette volonté pour le café et le cacao, lequel d'entre nous, combien d'Ivoiriens consomment le café en Côte d'Ivoire? Mais l'extérieur le consomme. Nous tirons les dividendes, les bénéfices, on construit les ponts et les écoles. Mais on peut faire la même chose avec la tchéké. J'ai donné un exemple avec les Chinois. Il suffit tout simplement qu'on mette en place avec la Chine un partenariat. Voici un pays, un peuple qui n'a pas de terre pour vivre. Il n'a pas de terre pour cultiver. On peut le dire aux Chinois. Dès lors que vous n'avez pas de terre, ça ne sert à rien d'aller au champ. Nous, on cultive les terres ici, on cultive le manioc, vous nous donnez l'argent, on monte les usines. Chaque région a son usine à tchéké. On fabrique ici, nous savons très bien que tout ce que nous produisons va directement en Chine. Mais la pauvre dame qui a son champ à 500 mètres, l'usine est à 500 mètres, quand elle produit, l'usine va récupérer, l'usine produit, transforme, ça va en Chine. Mais enfin, qu'est-ce que vous voulez d'autre? Bon, je ne pense pas que la Chine manque forcément de terre. Ce que vous voulez dire, c'est que vous souhaiteriez, compte tenu de ses capacités industrielles, que la Chine soit un partenaire de premier plan pour la Côte d'Ivoire, si vous m'avez compris, afin de valoriser... Si vous m'avez compris, c'est le plus important. Voilà, je l'ai compris. Je l'ai compris, mais... il n'y a pas que la Chine. Pourquoi est-ce que cela n'a pas été fait depuis tant d'années? Parce qu'aujourd'hui, on trouve dans les magasins en Suisse ou en France de la tchéké made in Burkina Faso, par exemple. Ben voilà, mais si vous ne voulez pas le faire, j'ai parlé de volonté politique. Peut-être que jusque-là, ceux qui ont été aux affaires n'ont pas encore compris l'importance de ce secteur qui peut donc... Et puis, je parle de la tchéké. Il n'y a pas que la tchéké. J'ai même parlé de la mangue. Oui. Vous voyez le petit Européen qui va s'asseoir à Korogo. Lui, il va dépasser Abidjan. Il dépasse Yamoussoukro, il dépasse Bouaké, il va à Korogo, s'installe dans un campement contre les moustiques. Vous pensez qu'il est là parce que les gens sont beaux là-bas? Mais les mangues que nos enfants, avec lesquels les enfants jouent là, mais chaque jour,
Ben, lui, il les rassemble, il les ramasse, il met dans les sachets, il dépose au port ici, à Abidjan. Kakabe, vous l'avez compris. Oui. Moi, vraiment, je reste toujours sur ma question. Oui. Comment on fait concrètement? Quels sont les moyens? Comment vous pensez? Parce que voilà, vous êtes un homme politique. Comment vous avez planifié, vous, ce projet-là? Quels sont les moyens que vous comptez dégager? J'ai entendu que la Chine va nous remettre les moyens, mais il faut qu'on compte sur nos propres moyens. Qu'est-ce que vous avez, vous, planifié par rapport à ce type de projet? Dans un premier temps, pour installer les usines, vous me direz, c'est là la question, vous me direz, comment vous trouvez l'argent pour le faire? Je vous ai parlé des taxes. Vous savez, en Côte d'Ivoire, ici, quand même. Vous allez augmenter les taxes ou bien rendre plus efficace la collecte des taxes? Trop de taxes tuent les taxes. Il faut contre les réduire. Il faut les réduire. Il faut faire en sorte de créer un système qui attire les capitaux étrangers. Vous savez bien, l'argent n'aime pas le bruit. Ouais. Si nous faisons de la Côte d'Ivoire un paradis fiscal, que les gens à l'étranger peuvent venir, je veux dire, mettre leur argent en lieu sûr en Côte d'Ivoire. Mais l'argent ne dort pas, il travaille pour nous. Il faut déjà la stabilité politique. Mais bien sûr, ah oui. Et j'ai dit, l'argent n'aime pas le bruit. Quand il y a là où il y a le coup de feu, personne n'envoie son argent. Vous voyez bien de quoi vivent nos amis, je veux dire, en Suisse. Pendant longtemps, voilà la Suisse, sa devise, amis de tous, ennemis de personne. Tous ceux qui ont un peu d'argent, ils gardent un lieu sûr, c'est en Chine. Mais pourquoi la Côte d'Ivoire peut pas être ce paradis fiscal où les gens qui attirent On ne va pas dire le paradis fiscal parce qu'on sait que c'est très connoté. Mais on va parler de toutes ces ambitions-là. Vous êtes jeune et la jeunesse voit sans doute en vous quelqu'un qui pourrait porter leur message. Mais cette jeunesse-là est avide justement de vraies trajectoires. Alors, quel est aujourd'hui votre message pour la jeunesse et pour la question de l'emploi, vous en avez parlé tout à l'heure, mais quel est votre message pour la jeunesse? Je veux, par cette candidature, dire aux jeunes que plus jamais, ils n'acceptent que d'autres décident à leur place, que les jeunes prennent leurs responsabilités. Je prendrai le pouvoir s'ils me font confiance, justement pour qu'ils aient accès au poste de responsabilité. Quand on parle d'Oufoué visionnaire, j'en reviens toujours à lui, comme c'est beau, vous voyez bien. À 30 ans, Bédier, ministre de l'économie et des finances. 29 ans, Kabi Ali. 29 ans, Jean Konambani. Mais à cet âge-là, ils ont de la vigueur, ils ont de l'ambition, du dynamisme. Ils ont bâti le pays. Nous avons la chance d'avoir beaucoup de jeunes, une population jeune, des bras valides, qui en plus ont des diplômes et qui sont à la maison à ne rien faire. Il est temps qu'on les responsabilise. Il est temps qu'ils aient accès aux responsabilités pour montrer leur savoir-faire, pour bâtir leur pays comme nos dévanciers l'ont fait quand ils avaient leur âge. Voici mon message. Est-ce pour cela que lors de votre investiture, dimanche dernier, vous avez annoncé l'octroi de prêts sans intérêt aux étudiants qui seraient donc bénéficiaires du soutien de l'État et qui auraient 10 années après le premier emploi pour rembourser ces prêts-là? Est-ce que ce n'est pas un peu démagogique? Ah non. Quand je le dis, je le ferai parce que j'ai pris mon temps pour étudier ce pays-là. Ça fait 10 ans, j'arrive. Ça fait 10 ans qu'on nous parle de croissance à 2 chiffres, à 3 chiffres, à 4 chiffres, je ne sais plus. Oufoué, avec une croissance à un seul chiffre, combien de chiffres? Moitié, demi-chiffre. Il a bâti la Côte d'Ivoire. Je dis, si la croissance, les fruits de la croissance sont justement répartis, équitablement répartis, si on fait en sorte qu'on combat la corruption, qu'il n'y ait plus de prébande, vous savez bien, quand un pauvre, un enfant qui vient de PKK, je dis n'importe quoi, Kofi Konakro, qui arrive là, son baccalauréat, et vient être gendarme, on lui demande de payer 5 millions pour être gendarme. Mais où il trouve l'argent pour payer ça? Il faut qu'il s'endette. Mais quand il s'endette, il faut rembourser. Une fois qu'il est gendarme, il constate que son salaire ne suffit pas pour rembourser cette dette. Il faut qu'il travaille 15, 20 ans pour rembourser. Mais il est tenté d'aller sur la route pour encaisser l'argent. On dit non, il est racketteur. Mais non. Mais quand le gendarme a pris 50 000 francs au Libanais, qui voulait vendre sa bouteille d'huile à 500 francs, il est obligé de la vendre maintenant à 2000 francs. C'est le pauvre peuple qui paye le prix. Mais le vrai racketteur, c'est celui qui a vendu le diplôme. Quand je suis président, je me fais à tout ça. Vous mettez fin à tout ça comment pour sortir du discours? Moi, je souhaiterais que vous soyez pratique face à la Côte d'Ivoire. C'est comment vous faites pour faire en sorte que nos concitoyens qui se livrent à ce type de choses, et du coup, on parle de la citoyenneté, du civisme. Comment vous faites? Heureusement que vous avez une chaîne de télévision. Vous avez dit en introduction que vous faites autrement la télévision. C'est ça. Eh bien, quand j'arrive, pour la première chose, le premier concours de gendarmerie s'organise directement à la télévision. On dépouille là à la télévision. Il n'y a pas de quotas réservés au palais. Ceux qui sont admis sont connus. Avant de créer d'autres postes, le peu qui existe là, il faut que les enfants sachent que s'ils vont à
s'ils étudient, ils peuvent avoir ces postes. Plus jamais ils vont aller au Baki, plus jamais ils vont aller prendre la drogue, parce qu'ils savent que le lieu pour avoir un concours, c'est la bibliothèque. Vous voyez bien ce que je veux dire? C'est aussi simple que ça. Il faut traquer les gens. Il faut traquer les gens. Mais il faut aussi travailler à faire changer nos mentalités. Souvent, je le dis en plaisantant. Et ça, je vais présenter devant tous les Ivoiriens aujourd'hui. Tous les hommes vivent pour plaire aux femmes. Mais vous, les femmes, on est au quartier. C'est le petit douanier 1V qui a 4, 5, 6 immeubles. C'est lui qui a les chances auprès de vous. Le professeur, le médecin à côté, il chôme. Mais il va tenter d'avoir ce que le douanier a. Mais le douanier d'1V, comment il s'arrange pour avoir ses immeubles? Ouais. Mais c'est à cause de lui que le riz augmente. C'est à cause de lui que le sucre augmente. C'est à cause de lui que le sachet noir a des problèmes. Donc ça veut dire qu'il y a une problématique d'éducation des masses. Il faut qu'on y arrive. C'est quoi nos repères dans la vie? C'est quoi nos repères de vie? Cette éducation de masse-là, parlons-en. Comment vous faites aujourd'hui en matière de civisme, en matière de citoyenneté, parce que vous êtes en train de dépeindre un tableau qui est quand même assez triste. Comment vous faites? Qu'est-ce que vous mettez en place, vous? Peut-être qu'on va revenir à l'éducation populaire, mais quelle va être votre stratégie? D'abord, déjà, je pars à zéro là, à l'éducation de base. Il faut introduire des disciplines qui font que les élèves, depuis leur bas âge, apprennent à ne pas mentir, à dire la vérité, à être des citoyens, des citoyens modernes, qui aient des attitudes de civisme. Dès le bas âge, il faut les former à cela. Après, il y a d'autres mesures que nous mettons en place. Mais qui les forment? Parce que ceux qui doivent donner l'exemple, disons par le haut, ne sont pas eux-mêmes exemplaires. On parlait tout à l'heure de corruption. Croyez-moi que nos instituteurs, nos enseignants ne sont pas tous forcément des corrompus. Non, je vous ai dit ici... Je parlais du personnel politique aussi, qui n'est pas forcément exemplaire. Oui. Comment faites-vous pour donner des exemples, en tout cas pour être des modèles, quand ceux qui devraient l'être ne le sont pas? Il faut que justement la loi sévisse. Il faut que la loi sévisse. Il faut que la loi sévisse. Il faut que force soit. Ouais. Mais le prochain président de la Côte d'Ivoire, s'il s'appelle Kouadio Konan-Bertin, va vous montrer comment on applique la loi, comment forcer à la loi. Quand vous évoquez... Vous ferez en sorte, juste un moment, André, vous ferez en sorte, par exemple, que la justice soit dite avec un peu plus de transparence et d'équité. Bien entendu. Que les juges, excusez-moi, c'est ce que je lis dans la presse, soient moins corrompus. Il faut d'abord créer la confiance entre notre justice et les Ivoiriens eux-mêmes. Parce que pendant longtemps, avec ce qu'on a observé, il y a donc une sorte de crise de confiance entre le peuple et sa justice. Il faut recréer la confiance dans un premier temps. Et il faut dire le droit, que notre justice soit juste. Justice doit être juste, mais également la sécurité est aussi une problématique. Et on va en parler très rapidement sur ça. Quelle est votre vision en matière de sécurité pour nos concitoyens et aussi au regard des menaces autour de nous? Qu'est-ce que KKB aujourd'hui propose par rapport à ces deux problématiques? D'abord, il faut créer la paix intérieure. La paix intérieure, la confiance entre les acteurs politiques. Se donner, par exemple, des instruments fiables. Si désormais vous avez une CEI, que personne ne contexte, il n'y a plus de conflit entre nous. Pourquoi une petite question comme la CEI peut durer pendant 10, 15 ans, 20 ans? Pourtant, quand vous prenez le PDCI, le FPI ou même le RDR, prenez leurs propositions sur la CEI du temps où ils étaient dans l'opposition. C'est les mêmes propositions. Sauf que quand ils arrivent au pouvoir, à tour de rôle, ils font autre chose parce qu'ils sont mus par le désir de se maintenir. Il faut faire en sorte de doter notre pays d'institutions crédibles qui créent la confiance entre le peuple et donc le pouvoir politique. Ensuite, quand la paix intérieure, parce que par le dialogue, on règle les problèmes, on crée la paix intérieure, on a une bonne diplomatie avec le voisinage. Oui, le voisinage. Une fois que ça s'est mis en œuvre, une bonne armée, même pas forcément pléthorique, bien équipée, bien formée, on peut sécuriser la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. Avec un service de renseignement. Bien entendu. Je ne vais pas dans tous les détails, mais la sécurité commence par le renseignement. Si vous ne l'avez pas, voilà. C'est bien cela. Donc, un dernier mot, avant de marquer notre pause, c'est sur la réconciliation. Quelles sont les recettes de KKB sur la question de la réconciliation? On a vu tout ce que vous avez fait, mais aujourd'hui, concrètement, si au 1er novembre, vous êtes au perchoir. On n'a pas besoin de donner salaire à des gens pour ça, de créer des institutions pour ça. Non. Il faut que quelqu'un dise à M. Ouattara dès demain, prends ton téléphone, appelle Babo, c'est ton frère. On vous a vu ensemble ici dans le Front républicain. Il ne faut pas être seulement frère que pour nuire à Bédier, et puis après vous êtes des ennemis. Henri Konan Bédier, pareil. On vous a vu ici hier ensemble dans le RADP pour amener Babou à la haie.
Prenez votre téléphone, parlez-vous, première chose. Ouais. S'il ne peut pas le faire, eh bien, je suis président, c'est la bonne occasion, la belle opportunité. Le lendemain, le jour même de mon élection, là, il y a quelqu'un qui fait sa valise la veille, il s'appelle Blé Goudé. Quand Blé Goudé attend que je suis au second tour, il fait sa valise. Parce qu'il sait que ce que je lui souhaite, c'est qu'il soit en Côte d'Ivoire, qu'il soit libre de faire ce qu'il veut. À 45 ans ou 48 ans, qu'est-ce qu'il fout là-bas? Pourquoi est-il là-bas? Qu'a-t-il fait comme crime? Qu'a-t-il commis comme crime? Là où il a été blanchi. Je n'aime pas l'injustice. Je ne suis pas militant du FPI, je ne suis pas bêté non plus. J'arrive, une seconde. Oui. Quand je suis président, le même jour, c'est moi-même qui vais chercher Laurent Gbagbo. Il vient tranquillement en Côte d'Ivoire. Ce à quoi il a droit, on lui donne. Ce à quoi ses enfants ont droit, on leur donne. Les torts qu'on a commis, on les répare. Monsieur Bédier, eh bien, voilà, ce à quoi il a droit, on lui donne. Monsieur Ouattara, vous direz nulle part. La Côte d'Ivoire, c'est votre pays. Je vais vous démontrer qu'il y a une vie après le palais, sans qu'on inquiète personne. Et je décrète une amnistie générale pour dire, non pas qu'on a oublié, pour ne pas revenir à ces choses, parce que si on veut remuer le couteau dans la plaie, on n'en finira pas. Qui a tué Y? Avant que vous posiez la question, vous savez, c'est l'amnistie, c'est des choses qu'on a déjà pratiquées en 2009, ça a été déjà fait. En 2016, pourquoi on vous revient encore sur les mêmes pas choses. initié une loi d'amnistie? Si, ça a été, sauf que ça a été voté, mais appliqué ou pratiqué par à double vitesse. Ouais. Mais est-ce que vous avez suivi le vote de cette loi? Moi, je n'ai pas J'ai pensé que c'était une opportunité, oui, j'ai pensé que c'était une opportunité, mais c'était juste pour protéger ceux qui tenaient les armes hier. Très bien. Donc, sur votre propos concernant la réconciliation, on a bien compris que vous allez faire parler l'ensemble des acteurs politiques. Vous êtes bien sur Live TV, la télé sans filtre. On essaie de le faire ce soir. Nous sommes avec le candidat Kakabé. Vous, chez vous, vous aurez la possibilité de nous poser des questions, les internautes. Et puis, nos amis, les jeunes et les moins jeunes qui sont dans cette salle, vont pouvoir aussi poser des questions. Marquons juste une pause pour nous retrouver dans un instant. Face à la Côte d'Ivoire, c'est nulle part ailleurs que sur le canal 206, si vous vous retrouvez sur le bouquet Canal+, ou encore sur le numéro 4 le numéro 6 pardon, de la TNT. Donc n'hésitez pas à nous retrouver pour que vous puissiez vous aussi poser des questions à travers donc les réseaux sociaux à Kakabé, qui est candidat à la présidentielle du 31 octobre prochain. Vous êtes dans cette salle, vous aurez l'occasion de poser des questions. Mais il y a une question ou un rendez-vous sur lequel nous souhaiterions revenir avec Kakabé, Alain. Tout à fait, André. On ne pouvait pas faire l'impasse sur la rencontre que vous avez eue avec la mission conjointe Union africaine, ONU et CEDEAO relativement à la situation politique en Côte d'Ivoire. Cette mission a été reçue par le chef de l'État. Elle a reçu également l'opposition dont vous faites partie, mais dont vous vous démarquez précisément en cette période électorale. Vous les avez rencontrés, que vous vous êtes dit, qu'est-ce qui a été convenu avec eux? Oui, par 2 fois. Il y a une semaine, c'était l'ONU. Là, aujourd'hui, c'était la mission conjointe. ONU, UA et puis CEDEAO, je crois. Ouais. Oui. Le message, il est le même. Ce sont des institutions qui connaissent la Côte d'Ivoire, ce qu'elle est dans le concert des nations, et qui sont inquiètes, parlant d'institutions, devant la montée de la violence verbale et ainsi de suite. Donc, qui viennent pour nous aider à arrondir les angles et nous inciter à aller au dialogue afin que nous puissions aboutir à l'organisation d'une élection apaisée. Ils estiment tous, et nous sommes d'accord avec eux, qu'il y a eu trop de morts dans ce pays. La Côte d'Ivoire, c'est quand même un pays qui compte dans la sous-région quand elle n'est pas stable. La Côte d'Ivoire, quand elle n'est pas stable, la sous-région tout entière peut donc en souffrir. Donc chacun est bien soucieux de ce que ces élections se passent dans un climat de paix et que, pour une fois, que le meilleur gagne. Donc évidemment, là où il y a des difficultés, ils sont venus donc nous aider à nous faire asseoir justement à la même table pour renouer les uns les autres avec le dialogue afin de voir ce qu'on peut encore régler comme difficulté sur le chemin pour que, in fine, nous ayons des élections apaisées. En tout cas, en ce qui nous concerne. On peut retenir que le 31 octobre, les élections auront bel et bien lieu. Ben, que ce soit l'ONU ou que ce soit l'UA ou que ce soit la CEDEAO, il ne peut pas imposer de date d'élection à un pays souverain qui n'est pas en crise. Pour l'instant,
C'est ce que nous pouvons donc constater. Donc, ils ne peuvent que nous inciter à aller au dialogue, à faire en sorte qu'il n'y ait pas encore de guerre, d'affrontement. Et nous sommes d'accord. Rapport de ces entretiens, est-ce qu'il apparaît que selon ces institutions, les conditions semblent réunies pour organiser ces élections? Et enfin, une question importante qui nous ramène quand même à notre souveraineté, à nos responsabilités. N'y a-t-il pas une sorte de fatalisme ou de fatalité à observer que les problèmes ivoiriens doivent toujours être traités de l'extérieur ou pas l'extérieur? C'est vraiment dommage, c'est triste. Alors, sur les conditions déjà, est-ce que les conditions sont réunies? Et ensuite, mais ce n'est pas à eux. Sur les conditions, je pense qu'on s'est déjà prononcé là-dessus. Non, mais je veux dire, ce n'est pas à eux de dire si les conditions sont réunies ou pas. Non, mais c'est une question que je vous posais à vous personnellement. Et ils nous interrogent. Ils nous interrogent, et puis c'est à nous de leur dire. Ils prennent en compte ce que nous leur disons. Ils essaient de rencontrer les uns et les autres pour harmoniser, pour arrondir les angles. Mais après, franchement, Alain, nous avons tous dépassé les 50 ans. Depuis qu'Oufou est mort, donnez-moi une seule fois un exemple où on est allé à des élections, où tout le monde était d'accord en Côte d'Ivoire sur les conditions. On va dire que c'est une question sous forme de conclusion. En 1995, déjà, il y a eu le boycott actif qui a entraîné des milliers de morts au motif que les conditions n'étaient pas réunies. Ça n'a pas empêché que Bédi soit président. En 2000, quand Robert Gueye a balayé Bédi en 1999, il nous a amenés aux élections en excluant Alassane, en excluant Gbagbo, en excluant Bédié. Gbagbo, c'est pas prêt. Ça a été un boulevard. Gbagbo est devenu président. Les conditions n'étaient pas réunies. En 2010, Gbagbo faisait son tour. Le pays était même coupé en deux. Même coupé en deux, on allait aux élections. Les conditions étaient réunies. Il n'y a jamais eu de conditions réunies. On ne peut pas prendre ça comme prétexte pour conduire la Côte d'Ivoire vers des lendemains incertains. Malheureusement, on va conclure là-dessus. Il faut travailler à améliorer les conditions. Il faut travailler à faire en sorte que plus jamais ces conditions-là ne soient source de division et de guerre. Il faut qu'un jour, mon rêve, c'est que nous ayons une commission véritablement indépendante, telle que prescrite par la commission, au-dessus de tout soupçon, avec des hommes intègres qui, parce qu'ils aiment la Côte d'Ivoire, ils vont en faire un instrument respecté, un arbitre, mais irréprochable pour connaître la paix définitivement. Très bien. Faut qu'on, sur ce sujet-là, on puisse évoluer, puisque je vous l'avais annoncé à la reprise. Nous allons permettre aux téléspectateurs d'intervenir à travers donc, nos réseaux sociaux, ou encore permettre à ceux qui sont venus, nos invités dans ce studio, de poser des questions à notre invité Kakabé, parce que c'est ça aussi la grande nouveauté de cette émission. Je voudrais qu'on permette à un de nos confrères qui est venu du Cameroun, qui est là, Olivier Focam. On va lui donner le micro, qui regarde, lui, en tant que directeur de publication d'une revue, va nous en parler très rapidement et poser la question à un homme politique ivoirien de premier plan, puisqu'il est candidat. Bonsoir, Olivier. Bonsoir, monsieur le candidat. Bonsoir. Et bonsoir à tous les téléspectateurs. Je suis Olivier Focam, je suis le directeur de la publication d'un panafricain magazine, Infrastructure. Oui. C'est un magazine qui traite d'une actualité liée au développement et à l'économie, notamment dans le secteur des infrastructures. Et nous venons de publier un hors-série sur ce qui a changé en Côte d'Ivoire ces 10 dernières années. Cette édition est dans les kiosques. D'accord. Monsieur Kakabé, je voudrais poser une question à plusieurs volets, si vous me le permettez. Sur le plan des infrastructures, quelle est l'appréciation que vous faites de la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui et quels sont vos projets dans ce secteur? Si vous perdez les élections au soir du 31 octobre, est-ce que vous allez reconnaître votre défaite? Si vous gagnez, est-ce que vous allez rassembler tous les autres candidats? Et quelle est votre base électorale aujourd'hui? De quel poids pesez-vous aujourd'hui dans ces élections? Et une dernière question, quelle est aujourd'hui la nature de vos relations avec le président Bédié? Je vous remercie. Merci Olivier Focam. Kakabé. Faire la politique autrement, c'est justement avoir la force et le courage de reconnaître chez l'adversaire ce qu'il a fait de bon. Je ne peux pas nier sur ce plateau qu'au plan des infrastructures, rien n'a été fait. Au contraire, beaucoup a été fait, mais je vais résumer. Quand nous étions élèves à l'école primaire, je ne sais pas si c'est le cas pour beaucoup d'entre nous, souvent même quand tu as 16, ton maître dit « peut mieux faire ». Oui, beaucoup a été fait.
Mais je pense qu'on peut faire mieux. Et nous ferons mieux au plan des infrastructures. Et donc, pas de polémique là-dessus. Il y a quand même un troisième pont. Le pont qui, à lui seul, nous a valu un second mandat. C'est une réalité. Et il y a aujourd'hui un stade qui va être inauguré. Ce n'était pas là il y a quelques années quand même. Donc là-dessus, on est d'accord que des efforts ont été faits, mais nous pouvons faire mieux et nous ferons mieux quand nous serons là. Mes relations avec le président Bédié, il demeure un père et ça ne change. Nos dissensions actuelles ne changent rien sur le fond de nos relations parce qu'au fond, ce que beaucoup ne savent pas, Bédié vient de Daoukro, moi je viens de Bokanda. Daoukro, je ne vais frustrer personne. C'est à l'époque, oui, à l'époque, c'était le campement de mes parents, les parents de Bokanda. Voilà. Et donc, Daoukro, Bokanda, c'est blanc, bonnet, bonnet, blanc. Nous sommes la même famille. Et donc, nos dissensions politiques ne peuvent pas changer la nature de nos liens. Il reste un père pour qui il y a beaucoup de respect. Je n'avais pas souhaité que, franchement, à cet âge, on l'entraîne dans des choses pareilles. Parce que chez nous, quand vous avez eu la chance de vivre 86 ans comme c'est son cas, et c'est la grâce du Seigneur, et que vous avez fait des enfants comme moi, comme bien d'autres, à cet âge, on ne va plus à la chasse, on ne va plus au champ. C'est l'enfant qui va chasser le gibier et qui l'apporte avec son père, à son père plutôt, et qui lui le prend avec fierté. C'est là où on voit la fierté d'avoir eu un enfant. Vous voyez bien? Après les élections, le parti va le président Bédié pour vous réconcilier de nouveau. Mais quand je gagne, c'est pour qui? Quand je gagne, c'est pour Bédié que je gagne. Quand je gagne, c'est pour le PDCI. Quand je gagne, ma première visite, c'est à Daoukro. Si la campagne est infructueuse, vous irez redemander pardon encore? On demande pardon qu'on a commis un tort, en réalité. Je vais vous dire une chose. Même quand bien même nous avons été à l'école, j'ai mes deux pieds dans la tradition. Chez moi, en pays baoulé, l'enfant n'a jamais raison du père. La fois où j'ai été le voir pour qu'on se réconcilie, c'est sur cette base, sur le président. J'ai fait tous les villages baoulés. À aucun moment j'ai vu un village où on dit tel enfant, en conflit avec son père, l'enfant a raison. J'ai dit des choses à l'époque, personne n'a voulu m'écouter. Mais la réalité est là. Tout le monde sait que j'avais raison. Mais comme je ne veux pas chercher forcément à avoir raison de mon père, je reviens à lui pour l'aider à reconstruire l'unité du parti, pour aller encore au front, à la bataille. Voilà ma démarche. Donc vous avez demandé pardon, Alain Sousa, vous avez demandé pardon, on ne va pas vraiment tourner tout sur cette même question. Vous avez demandé pardon, on le sait, la question d'Olivier Fokam est très claire. Il y a un autre volet de la question. Oui, voilà, il y a une question. Quelle est votre base électorale? Parce que ça, il faut qu'on revienne là-dessus. Ben, écoutez, frère, si j'écoute bien les Ivoiriens, si je comprends bien leurs aspirations, si je ne me trompe pas, si j'entends bien ce qu'ils veulent, rajeunir, et si les jeunes sont les plus nombreux dans ce pays, c'est une belle opportunité, c'est leur candidature. C'est leur candidature. Et vous voyez, à mon investiture, ma joie était d'autant plus grande qu'il y avait plus de jeunes que d'adultes, que de vieux dans la salle. Et là, ça m'a fait penser tout de suite à Ampateba. Quand vous voyez le déplacement d'un peuple, d'une population, que dans les pas des vieux, il n'y a pas de pas d'enfants, ce peuple n'a pas d'avenir. J'étais heureux de voir ces milliers de jeunes hier. Et puis, un homme politique français qui m'a toujours inspiré, même s'il était de la gauche et que moi je suis de la droite, oui, c'est François Mitterrand. La première fois où il a été candidat en France, c'est en 1965. Il n'a été élu président en France qu'en 1981. Vous voyez le temps qui sépare, 65 et 81. Ceux qui ont voté en 65, qui avaient 65 ans, n'étaient plus vivants en 81. Mais ceux qui venaient de naître en 65, ce sont eux qui ont fait de Mitterrand président de la France, sans que Mitterrand n'ait eu besoin de prendre un couteau, un fusil pour se faire entendre. Voici ce que je vais enseigner aux jeunes. Quiconque est mû par le désir de servir un peuple doit inscrire son action toujours dans le temps, dans la durée. Je ne fais pas de ces choses du pouvoir une obsession. Oui, je participe à ma façon, mais je ne fais pas du pouvoir une obsession. J'ai les chances réelles de gagner ces élections parce qu'il me semble que les jeunes veulent en finir avec la guerre des égaux, que les jeunes veulent avoir leur chance, qu'ils soient responsabilisés, que les jeunes veulent oser, que plus jamais personne ne décide à leur place. Voici une belle opportunité. On va vous démontrer d'ici un mois, oui, eh bien que voici la base électorale. Très bien. Et je très vous bien inviterai. Sur ça, vous voulez que les jeunes... Alors là, si vous voulez, réintervenir... Non, si. Non. Vous prenez le micro. Il avait déjà posé la question. Il avait posé la question. Effectivement, vous avez raison. Monsieur, quand je parle de l'expérience qu'on a vécue en 2010,
Si entre M. Gbagbo et M. Ouattara, un seul d'entre eux avait reconnu sa défaite, il n'y aurait pas eu la mort, ce nombre de morts. En 2015, sur cette base-là, j'ai reconnu ma défaite. Oui. J'ai appelé à féliciter le président Alassane Ouattara. Et comme Dieu ne fait rien au hasard, c'était prémonitoire. Voici 5 ans après, je souhaite que M. Ouattara me renvoie l'ascenseur. Très bien. Qu'il ne fasse pas de difficultés. Très bien, ça on l'a compris. On va permettre au public toujours de réagir. Vous allez vous présenter, cher ami, et vous allez donc poser votre question au candidat Kakabe. Okay. Bonsoir à tous, bonsoir cher candidat, je suis Emmanuel Billet. Ma question était au niveau de... Vous avez dit que vous étiez contre les justices, Ouais. mais aujourd'hui on constate que, par exemple, le leader a décrit un problème au niveau des listes électorales et qui disait au niveau de Libreville qu'ils avaient réussi de la cellule locale environ 83 pages de la liste des inscrits. Et au niveau de la cellule locale de Libreville, 147. Donc il y avait un décalage entre ce qu'ils ont reçu d'ici et ce qu'ils ont reçu de là-bas. Plusieurs partis de l'opposition aujourd'hui ne croient pas forcément à la fiabilité du fichier électoral. Est-ce que vous, pour vous, cela ne peut pas engendrer un problème? Est-ce que pour vous, cette liste est suffisamment crédible pour aller aux élections sans qu'il y ait un problème? Et encore pour revenir sur le problème de la justice, vous avez crié que vous êtes contre la justice et il y a plein d'autres candidats qui crient à la justice vis-à-vis des décisions du Conseil constitutionnel. Donc comment vous vous positionnez vis-à-vis de cela et de certaines personnes qui disent qu'ils avaient déposé tous les documents nécessaires, ils avaient fait tout ce qui était nécessaire pour être candidat et qui aujourd'hui ont été écartés et qui, eux, aujourd'hui, écrivent à la justice. Et vu que vous êtes quelqu'un qui est contre la justice, est-ce que vous ne prenez pas ce fardeau-là pour essayer de faire entendre leur voix quelque part? On va permettre à M. Kakabe de répondre à cette question. Je l'ai dit d'entrée de jeu, mon souhait, et je le regrette, c'est qu'aurait été que ce soit une élection inclusive. Mon souhait aurait été qu'on retienne tout le monde. Mais je vous rappelle, monsieur, qu'en 2000, notre candidature, celle d'Henri Konan Bédié, a été injustement écartée. Mais, par amour pour la Côte d'Ivoire, tous les militants du PDCI ont été votés Laurent Gbagbo. Mais j'ai déploré ça. Je suis candidat. Mais si mes frères souhaitent que nous puissions nous débarrasser du régime qui est là aujourd'hui, il ne reste plus qu'une seule solution, qui viennent voter massivement pour Kouadio Konan Bertin. Quand vous regardez la liste électorale en réalité, elle n'a pas beaucoup évolué. La liste électorale qui nous a amenés aux élections de 2010, elle n'a pas beaucoup évolué parce que jusque-là, on attend les jeunes qui ne viennent pas s'inscrire sur la liste électorale. Moi, j'écoute les jeunes, mais pourquoi ils ne viennent pas? Nous tous, nous faisons de la politique, nos enfants ne s'inscrivent pas sur la liste électorale. Ça ne les intéresse pas. Quand vous leur demandez, ils disent non, 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 c'est une affaire de vieux. Oh non, c'est une affaire de vieux. Mais faisons en sorte que nos enfants aient envie de s'intéresser aux choses de leur pays. Une deuxième question. Alain, il répond juste. De sa réponse. Oui. Excusez-moi. Ouais. Justement, pour intéresser les jeunes au processus électoral, au processus politique, est-ce que l'État ne devrait-il pas reprendre dans son giron l'organisation des élections? Cela aurait l'avantage d'abord d'éviter ces palabres à n'en plus finir et surtout d'économiser des centaines de milliards. Je suis d'accord avec vous, sauf que, bon, là, il y a des choix à opérer. Je pense que... Pas pour cette élection, mais pour les prochaines. Bien entendu, je vous comprends parfaitement. Bien entendu, c'est pour toutes ces raisons, franchement, Alain, que je suis candidat. Parce qu'une fois que je suis élu président, d'abord, il faut tout de suite solder tous les contentieux politiques de ce pays. En mettant fin à tout ce qui divise la classe politique, il faut tout de suite donner des instruments fiables. Comme Obama l'a dit, ce dont l'Afrique a besoin sont des institutions crédibles qui nous réconcilient avec nos... Parce qu'il faut mettre les Ivoiriens au travail, c'est le plus important. Nos enfants qui s'inscrivent aujourd'hui à l'école primaire en bleu-blanc, pendant que ceux qui ont eu les diplômes sont assis à ne rien faire, mais ils vont où? On passe notre temps sur des questions inutiles. Voici une des raisons pour lesquelles je suis candidat, pour mettre fin, pour solder tous ces contentieux inutiles. Vous les jugez Inutile. inutiles, mais Je dis bien inutile. les jeunes sont toujours impactés par tous ces contentieux. Et mademoiselle est avec nous ou madame est avec nous pour poser sa question au candidat Kakabe. Avant tout propos, je souhaite remercier Live TV qui nous reçoit aujourd'hui sur son plateau. D'accord. Et remercier également le candidat Kakabe qui nous offre cette opportunité de dialogue. Je suis Yeti Aimé Koulibaly, étudiante en Master 2 de développement local, sociologie et de gestion des conflits
à l'Université de Korogo. Par ailleurs, la vice-présidente de la plateforme Opinion Jeune de la section Korogo. Ouais. La plateforme Opinion Jeune a été mise en place pour représenter les étudiants de Côte d'Ivoire. Parce qu'en tant qu'étudiants, nous faisons face à beaucoup de difficultés. Donc, à l'issue de dialogues, de débats, nous espérons proposer des solutions à ces problématiques auxquelles font face les étudiants. Parmi lesquelles problématiques, nous trouvons importante la question du logement et des pièces administratives. Et donc, vu que nous sommes au cœur du programme de gouvernance de notre candidat ici présent, Oui. nous souhaitons savoir quelles sont les solutions pertinentes, les solutions à long terme qu'il propose en termes de logement et en termes de pièces administratives. Voyons par là les pièces d'identité, Bien sûr. les passeports, On vous a compris. les diplômes des Ouais. étudiants, tout ça. Donc, quelles sont les solutions? On va lui permettre de Voilà. réagir sur ces deux problématiques, les pièces administratives et bien sûr la question du logement. Je suis silencieux parce que, tout simplement, je tombe sous le charme de son niveau de langue. Ça veut dire que, contrairement à ce qu'on peut penser ou on fait croire, notre système n'est pas aussi mauvais que ça. Un niveau de langue soutenu, bien élevé, elle s'exprime bien, c'est cohérent, elle est étudiante. Nos universités ne produisent pas que des déchets. Parce que, justement, je viens là-dessus pour dire qu'on veut nous mettre dans une sorte de complexe pour faire admettre l'idée qu'il n'y a que ceux qui viennent de l'extérieur qui peuvent nous gouverner. Voici des jeunes filles qui, sans avoir de grands moyens, quand elles s'expriment, vous savez qu'elle a été à l'école. Je voudrais vous féliciter, mademoiselle. Tout à l'heure, je dis, je vais instituer ce que j'ai appelé moi-même un prêt pour les études en Côte d'Ivoire. Faire en sorte que tous les enfants de ce pays qui désirent faire des études supérieures aient accès à ce prêt, à taux zéro. Vous ne devez le rembourser que 10 ans après votre premier emploi, après votre emploi. Je vous donne toutes les conditions possibles. Vous savez, ailleurs, quand on a bien formé un peuple qui croit en des valeurs, qui a des valeurs de probité morale, on lui fait confiance. Je vois des stations d'essence en Europe où il n'y a pas de pompiste. C'est ça, non? On dit? C'est ça pour Le type, il vient lui-même, il se sert et il paye. Faites-le en Côte d'Ivoire, vous allez voir. Mais quand on va en arriver là, parce que je vous ferai confiance, 10 ans après, chacun de vous viendra rembourser à l'État ce qu'il a emprunté à l'État pour permettre à d'autres enfants d'avoir les mêmes chances pour le faire. Parce que j'estime que nos parents ont trop souffert d'ailleurs. Une chose qui est importante, c'est que je vais ramener la prospérité en milieu urbain. Quand nos parents dans les champs sont heureux, se portent bien, la Côte d'Ivoire se porte bien. Parce que là-bas, on ne fait pas de distinction entre le neveu, le cousin et le fils. Tout le monde est. Et donc, à 65 ans, celui qui a fait du manioc, du café, du cacao, ses enfants ont été à l'école, il est seul au village, qu'est-ce qu'il devient? Il faut qu'il ait quelque chose. Il faut qu'il ait des revenus pour sa retraite. Le paysan a aussi droit à la retraite. C'est des innovations que je vais donc développer, de sorte que, bon, si en milieu urbain, il y a la prospérité, il y a la joie, ça se ressent évidemment sur Abidjan. Donc, nous allons faire en sorte que, à partir de là, qu'il y ait des résidences universitaires ou pas, dès lors que vous avez un prêt qui vous permet, c'est vous qui prenez le prêt, vous savez ce qu'il vous faut pour faire vos études. Vous pouvez vous prendre un studio non loin du campus pour faire ce que vous avez envie de faire. Donc, je crée les conditions parce que malheureusement, l'État ne peut pas donner à tous les étudiants ici une chambre. Nous avons fait l'expérience, nous autres. Mais Kakabe, est-ce que l'État pourra donner justement un prêt à tout le monde? C'est tel que vous parlez, on ne peut pas donner des chambres, mais on pourrait donner de l'argent à tout le monde, finalement. Ah oui, les moyens et le mécanisme viendra que je vais vous développer pour faire des prêts sans taux, je vous ai dit aux étudiants. J'en ai les moyens, les idées sont là. Oui. Alors, par contre, Les on parle des pièces d'identité. Les pièces d'identité. c'est le devoir et la responsabilité de tout État d'offrir les pièces d'identité à ses citoyens. Ça, je ne comprends pas. Voyez-vous, souvent, nous-mêmes, nous créons les conflits par l'injustice. Quand il y a eu la rébellion, on a estimé qu'il y avait 3 millions d'Ivoiriens qui étaient exclus. Sans papier. Sans papier. À cela, on a donné les papiers gratuitement. Mais pourquoi aujourd'hui on s'obstine? Pourquoi on résiste? Pourquoi on refuse à donner aux autres? Pourquoi on fait 2 poids 2 mesures? L'État doit donner les pièces à tout le monde. Un étudiant doit avoir une pièce d'identité sans payer de l'argent.
Très bien. Il faut la faire pour nos aînés. Mais peut-être que c'était à une certaine époque aussi, Kakabe, le C'est pays pas n'a là, peut-être plus c'est les pas mêmes là moyens. c'est pas là qu'on perd l'argent, les moyens pour avoir des cartes d'identité. C'est la première chose que l'État. Enfin, si nous nous Très bien. baladons Donc, sans titre. on a compris que vous êtes pour la gratuité des pièces d'identité. On va bien permettre. sûr. Vous voulez réagir là-dessus, Oui. madame? Merci pour l'intervention de l'invité. Mais en tant que jeune leader, nous souhaitons apporter des propositions de solutions pertinentes et durables à ces deux préoccupations que nous venons de poser. Oui, c'est aussi cela le but de cette émission, vous permet d'être en face à face, mais aussi après l'émission, de faire vos propositions aux différents candidats. Un autre jeune qui veut réagir. D'autant que je vais promouvoir la démocratie participative. Vous aurez beaucoup de tribunes, beaucoup d'occasions, vous-même de participer aux prises de décision. Ce soir, je sors d'une investiture tout à fait épuisée. Je ne suis pas encore bien dans mon costume, dans le fauteuil. Je ne suis pas encore bien rodé. Mais dans les semaines à venir, je vous dirai, je vais promouvoir la démocratie participative, de sorte qu'effectivement, même de là où vous êtes à Korogo, vos idées puissent être prises en compte, parce qu'il y a une chaîne qui vous prend justement en compte toutes les propositions sur l'ensemble du territoire. On va permettre à un autre de nos invités dans cet amphithéâtre de réagir. Allez-y. Bonsoir mesdames et messieurs. Oui. Moi c'est Ouattara Adama. Alors tout à l'heure dans votre intervention, vous avez dit que le pouvoir en place était à féliciter quant aux différentes infrastructures qui ont vu le jour. Et aussi qu'il nous revenait souvent que le pouvoir en place aussi nous donnait des taux de croissance à 1 chiffre, à 2 chiffres et tout. Mais il faut aussi s'appesantir sur le fait que ces taux de croissance qui nous sont donnés n'impactent pas de façon très importante le vécu de l'Ivoirien. C'est-à-dire que les Ivoiriens aujourd'hui ne sentent pas ce taux de croissance-là dans leur quotidien. Alors, vous, à votre niveau, en ce qui concerne votre politique sociale, quelles sont les solutions que vous comptez apporter afin d'améliorer le vécu de l'Ivoirien? Très bien, merci pour votre question. Kakabe. D'entrée de jeu, je vous ai dit que je vais promouvoir la justice sociale. La justice sociale qui passe par la juste répartition, n'est-ce pas, du fruit de la croissance. Évidemment, je vous parle de donner au moins quelque chose à tous nos parents au champ quand ils ont 65 ans. C'est là, de façon concrète, la répartition de la richesse. Quelqu'un qui a produit café, cacao et qui a 65 ans, 70 ans, qui ne peut plus aller au champ, il faut bien qu'il ait une retraite. Je vous dis que je donne des prêts aux étudiants, pré-études, pour qu'ils leur permettent de rembourser 10 ans après qu'ils aient travaillé. Mais de quelle façon? Quand vos enfants peuvent aller à l'école parce qu'ils ont accès aux prêts, ça vous fait des dépenses en moins dans le foyer. Quand votre grand-père qui est au champ ne peut, même plus vous savez que maintenant, il y a le réseau partout au campement, même au champ, nos parents nous appellent pour nous poser leurs problèmes. Mais si le vieux qui est resté sur le village, il sait qu'il a, je dis n'importe quoi, 100 000 ou 150 000 francs par mois, il ne va plus vous embêter ici à Abidjan. Ça, c'est du concret. C'est du concret. Quand par la suite, j'ai mis en marche, en chemin, ma politique d'industrialisation, de transformation des matières premières, de nos produits, quand désormais on ne va plus laisser les mangues pourrir, quand désormais on prendra soin des noix de coco, quand désormais on prendra soin de la banane douce, de l'ananas, et j'en passe, on n'aura plus besoin d'aller faire ces emplettes à Dubaï. Comment peut-on quitter un pays comme la Côte d'Ivoire, où il pleut tous les jours, même la pluie tue, pour aller faire ces emplettes à Dubaï? Comment est-ce possible? Parce que simplement là-bas, les gens utilisent leur cerveau pour transformer le peu qu'ils ont sous la main. Mais il faut bien que nous aussi, nous soyons capables un jour d'utiliser notre cerveau pour transformer beaucoup de toutes ces choses que nous avons en main, parce que Dieu nous a fait grâce à avoir un pays comme la Côte d'Ivoire. On s'en rend bien compte, Monsieur Kakabe, vous avez de grandes ambitions pour ce pays. Vous avez, durant 7 heures et quelques minutes, déployé l'ensemble de votre argumentaire. Vous étiez face à la Côte d'Ivoire. Moi, j'étais en compagnie d'Alain pour essayer de vous faire dire toutes ces choses-là à nos compatriotes. Vous êtes venus également dans cet amphithéâtre, dans cet auditorium, bel auditorium d'ailleurs, pour nous entendre. Nous vous donnons rendez-vous demain avec un autre candidat qui n'a pas pu, au fond, s'aligner pour la course. Marcel Amontano sera avec nous. Il va lui aussi se dresser face à vous, face à la Côte d'Ivoire. Je vous donne rendez-vous demain, M. Kakabe. Toutes les équipes vous remercient
pour votre disponibilité, pour votre générosité, pour être venu ce soir nous entretenir. Merci à tous, à demain.